Bienvenue dans After Sunday, épisode 9 pour le débrief du Grand Prix de Catalogne. Avec nous sur ce plateau, Margot. Bonjour Margot. Bonjour. Eric Sélis, bien sûr, toujours au rendez-vous. Salut David. Et Bonjour, Thomas Morcellino. Bonjour. Ça, c'est pour les invités plateau. Il y a en duplex Michel Turcot qui est à Spa. Salut Michel. Si vous m'entendez, je ne vous reçois pas super bien, mais je suis au fin fond des bois dans les Ardennes. Et dans son chalet. Je suis un peu perdu. Ouais. Parce qu'il y a bien sûr le débrief du Grand Prix de Catalogne, mais il y avait aussi une course, le retour de l'endurance à Spa, les 24 heures de Spa-Francorchamps. C'est l'autre événement de ce débrief After Sunday. On y reviendra avec un invité, Jérémy Guarnoni, qu'on a chopé juste avant son retour en avion. Jérémy Guarnoni, vainqueur de ces 24 heures en Belgique pour le team BMW. Première victoire sur une course aussi longue pour BMW en endurance, mais l'actualité du sport, c'était le Grand Prix de Catalogne, c'était à Barcelone, sur le circuit de Montmeló, où Fabio Quartararo s'est montré impérial, Michel. Oui, effectivement, encore un week-end parfait qui avait été précédé de l'annonce de sa signature de 2 années supplémentaires chez Yamaha. Donc c'était une annonce qu'on attendait, qu'on connaissait, mais voilà, elle est désormais officielle. Donc voilà, il a fêté sa signature de la plus belle des façons, avec une victoire limpide en tête du premier virage au dernier. Voilà, remarquable. Bon, il a été un petit peu aidé par la chance cette fois, puisque Nakagami a fait un peu du ménage derrière lui dès le premier virage. Alors on va en reparler, Michel, voilà. de ça. On va en reparler dans quelques instants de ce Grand Prix complètement dingue. Quelques infos pour vous parler d'un partenariat d'After Sunday avec Paddock GP, un site incontournable pour tous les fans de Grand Prix, de sport moto. Donc Paddock GP, on leur retrouve beaucoup d'informations et où eh bien, on retrouvera des infos After Sunday, et puis eh bien, on collaborera avec ce média très important pour tous les fans de sport moto. Un slider à gagner, on l'a ramassé dans le bac à gravier de Barcelone, c'est celui de Pecco Bagnaia. Non, c'est une blague, c'est Michel qui nous l'avait ramené de Mandalika pendant les essais. Et puis vous remercier pour cette audience toujours en hausse pour After Sunday, donc de plus en plus de monde et peut-être encore davantage avec ce partenariat avec Paddock GP. Et puis eh bien, on passe tout de suite, on entre dans le vif du sujet avec le débrief de Michel Turcot. Michel, tu nous avais mis l'eau à la bouche en parlant d'entrée de jeu d'un des faits de course de ce Grand Prix de Catalogne. Alors, il y a eu du ménage, comme tu l'as dit, fait par Takaaki Nakagami. Il y a eu aussi un gros ratage à la fin du Grand Prix. Donc, un coup de théâtre au début, un coup de théâtre à la fin. Tu nous expliques ? Alors le coup de théâtre du début, je l'ai évoqué, c'est cette erreur grossière de Nakagami. Alors bon, ça va prêter à débat, mais voilà, en tout cas, un peu d'optimisme sur le premier freinage. Nakagami tombe, il fait tomber Bagnaia d'un coup de tête et sa moto fait tomber la Suzuki d'Alex Rins qui lui se retrouve avec un poignet cassé. Donc on se souvient qu'il y a pas très longtemps, c'est-à-dire il y a une semaine en Italie, Rins s'est déjà fait sortir par Nakagami en course. Donc là, lui, il en est à son 3e résultat blanc d'affilée, 2 qu'il doit au pilote japonais, avec une blessure à la clé sur la dernière chute, donc ça a du mal à passer. Et puis la fin de course, c'est la bévue d'Aleix Espargaro qui a cru avoir franchi la ligne d'arrivée alors qu'il lui restait encore un tour à couvrir. Voilà, il a expliqué qu'il s'était fié à la tour, pour la grande tour qui est à la sortie de la voie des stands parce qu'il voyait pas son panneau. Mais en tout cas, voilà, grossière erreur. Il a pas franchi la ligne, donc il est reparti. Quand il a réalisé sa boulette, il a réussi à repartir pour terminer 5e. Mais voilà, il aurait dû finir 2e de ce Grand Prix, de son Grand Prix national, puisqu'Aleix Espargaro est né à Granollers, c'est-à-dire un jet de pierre du circuit. Voilà, grosse déception, on l'a vu en larmes à l'arrivée avec ses enfants qui pleuraient aussi, même Carmelo Ezpeleta est venu le réconforter. Voilà, c'était la grosse boulette de ce Grand Prix.
Alors, dans un cas comme dans l'autre, il y a des précédents, Michel, des freinages ratés, on en a vu. Sur ce même circuit de Barcelone, on se souvient de Lorenzo qui avait fait un strike avec 3 autres pilotes. C'est Capirossi aussi, avec, En 2006, en oui. 2006 avec, au bout de la ligne droite. Au bout de la ligne droite aussi, il y avait Giberno aussi Ouais. impliqué. Bernard, il y avait Donc, Randy. Michel, c'est catalogué comme un fait de course par la direction de course. Moi, je suis assez d'accord avec ça. On en reparlera autour de cette table. Mais il se fait tomber dessus à bras raccourcis, Nakagami. Bah, disons qu'il il y a une récidive entre ce qui s'est passé là et ce qui s'est passé le week-end dernier. Donc ça fait beaucoup. Alors effectivement, ça peut être considéré comme un fait de course. Après, alors les commissaires, Freddy Spencer, en l'occurrence, qui est responsable des stewards, a estimé que le freinage n'était pas plus tardif que les autres. Enfin, en tout cas, si on en croit tous ceux qui ont pu commenter cette affaire, dont Joan Zarco, qui l'a vu passer, il a dit c'était pas possible qu'il s'arrête au milieu des autres motos à la façon dont il attaquait ce freinage. Donc, c'est sûr, c'est toujours délicat. On sait que Nakagami, il est en situation un peu délicate dans son équipe. Il n'est pas sûr d'être là l'année prochaine, donc il y a de la pression. Il fait bien aux essais, mais il fait mal en course. Il faut qu'il brille, mais là, en tout cas, il n'a pas vraiment brillé, quoi. Donc, Ouais, mais ça arrive à tous les effectivement, il y a des grands. précédents. Se sont ratés au freinage. Ça arrive. Il est mis en cause, mais on se souvient de Pedrosa sur Hayden, on se souvient il y en a Rossi plein. sur Stoner, Rossi sur ton Stoner, ambition Rossi sur- dépasse ton talent. Voilà. Rossi sur Depugné aussi. Hein. Oui, Rossi sur 2 Puniers. Après, voilà, c'est vrai que il fait ça, il est à l'extérieur, il se rate, il glisse, il part tout seul. C'est effectivement un vrai fait de course. Après, c'est vrai que la configuration du circuit fait que la ligne droite est quand même assez longue. On est en descente. Et on se rappelle aussi, je crois que c'était à Aragon, Michel, lorsqu'il avait fait la pole, Nakagami, il était parti et au deuxième virage, c'est pareil, il était parti de l'avant parce qu'il était un peu trop chaud. Et d'ailleurs, Lucio Cecchinello, son team manager, a reconnu aussi qu'il avait fait une erreur, mais qu'il comprenait aussi la situation, comme tu l'as expliqué, Michel, de son pilote, parce qu'il y a une pression et qu'il ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors il faut se montrer, mais peut-être pas de cette façon. Bautista aussi avait commis pas mal d'erreurs successives il y a quelques années. Ouais, après, il y a un truc que je voudrais rajouter, c'est que on est sur un circuit qui effectivement se prête au fait qu'on arrive à plus de 250 au freinage, mais il y a aussi d'autres choses qui rentrent en jeu, notamment le All Shot Device qui fait qu'on arrive encore plus vite que les saisons précédentes. Et on peut aussi imaginer que ce All Shot Device peut poser problème au premier freinage, puisqu'on sait qu'il se désactive. Donc peut-être qu'aussi il peut y avoir... On n'a pas le son de cloche de Nakagami, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais si on regarde peut-être les données ou autres, peut-être qu'il y a aussi un problème aussi au niveau de ce All Shot Device. C'est pas la première fois que ça arriverait. Alors pour toi, Thomas, c'est un fait de course ou Pour moi, c'est un fait de course. C'est sanctionnable. Fait de course. Fait de course, ouais. Pour toi. Ouais, pour moi aussi, c'est un fait de course. Margot. Ça reste un fait de course aussi, mais c'est vrai que c'est pas la bonne période en fait pour faire malheureusement cette erreur-là parce que y a trop de pression et puis Rins se casse le poignet. Donc Michel, une voix dissonante pour toi ou tu penses aussi que c'est un fait de course? Après, de toute façon, une sanction, ça serait quoi? Ça serait des places perdues sur la grille du prochain Grand Prix. C'est une Zarco amende, était sanctionné en Autriche. financière. C'est ouais, de toute façon, je pense qu'il a compris son erreur. Voilà, c'est pas la peine de l'enterrer. Je pense que c'est le premier. Voilà, le premier à se sentir coupable, et ça va pas arranger ses affaires à la fois par rapport à ses adversaires et par rapport à sa situation chez Honda, quoi. Alors, le coup de théâtre du début et le coup de théâtre de la fin a fait du ménage au championnat et ça a permis à Fabio Quartararo de se donner un peu d'air parce que c'est le fait majeur de ce Grand Prix, la victoire impériale de Fabio. Tu nous expliques, Michel? Ouais, ben alors c'est vrai qu'il y a une petite revanche sur l'an dernier. On se souvient que l'an dernier, sa combinaison s'était ouverte. Fabio, alors qu'il était en mesure de monter sur le podium, si c'est pas d'aller chercher la victoire face à Oliveira, il avait été sanctionné lui à son tour parce que justement il avait roulé avec cette combinaison ouverte. Et là, voilà, le sans faute. Et puis encore une course comme en Italie, alors pleine de maîtrise. Là, Samba Bagnaia qui était par terre, il avait perdu son adversaire numéro 1. Donc, par contre, il fait une course, c'est un métronome. C'est vrai que il ressemble, ça rappelle beaucoup les courses de Lorenzo quand il part devant comme ça.
il fait tous ses tours, 25 tours quasiment dans les mêmes dixièmes. Hein. Il y a que, même, tout le monde redoutait le drop du pneu arrière sur la fin de course et il a été capable de rouler à des petits 41, même dans les derniers tours. Donc, il finit avec un boulevard d'avance qu'on n'avait d'ailleurs pas vu longtemps pour un pilote Yamaha, je crois. Enfin, Thomas nous en dira plus. Mais voilà, superbe. Et effectivement, Bagnaia par terre, Bastianini par terre, lâché Spargaro qui fait une boulette qui termine 5e au lieu de 2e. Et ben, il prend une belle option, il prend une belle avance au championnat. Après 2 circuits qui est redouté, hein, puisque 2 circuits avec des longues lignes droites où il aurait dû être en difficulté. Ça a été le cas en Italie, ça a été moins le cas à Barcelone parce qu'on sait que voilà, en Italie, la fin de la ligne droite elle monte, là elle descend, donc c'est moins pénalisant quand on a un petit handicap en vitesse de pointe. Mais voilà, parfait, pas d'erreur, propre. Voilà, malgré une première journée d'essai compliquée parce que ça manquait de grippe, mais il s'est pas énervé, ils ont trouvé des solutions. Enfin, ouais, il est vraiment. Puis il le dit lui-même, hein, week-end après week-end, il progresse, il améliore son pilotage. Là, il est carrément au-dessus du lot, hein, je pense, aujourd'hui. Donc, on espère que Marquez va revenir en forme et que, voilà, je pense qu'aujourd'hui, Quartararo, Marquez, sans sa blessure, c'est les 2 bonhommes qui sont au-dessus des autres sur ce championnat MotoGP, quoi. Merci Michel pour ce débrief. Justement, alors Marquez s'est fait opérer, hein, Margot, c'était aujourd'hui ou c'était vendredi. Il revient Martin, c'était aujourd'hui. Et Martin aujourd'hui, voilà, exactement. 2 opérations, coup sur coup, pour des pilotes capables de contester la victoire à Quartararo. Effectivement, mais c'est vrai que là, on a un Quartararo qui était vraiment au-dessus et peut-être qu'on reverra Marquez en pleine forme. Ça, je pense qu'on l'espère tous. On l'espère tous. Des nouvelles de Marquez, de l'opération de Marquez, c'est bien passé, Michel? Les commentaires, effectivement, en tout cas, le rapport médical parle d'une opération réussie qui s'est très bien passée. On a vu, on le voit sur les images qu'il a pu poster sur les réseaux sociaux. On le sent soulagé, que cette opération se soit bien déroulée. Je pense que il est super bien entouré. Il a compris que cette fois, il fallait vraiment qu'il prenne le temps de laisser cicatriser son os, qui a été quand même une opération. On lui a coupé le numérus pour le remettre dans une position normale, parce qu'il y avait 30 degrés son os s'était tourné de 30 degrés. Il va prendre le temps. Si c'est que de la mécanique cette fois et qu'il prend le temps, on peut imaginer qu'il va revenir au mieux. Donc il y a des complications derrière, mais bon, c'est ce qu'on ne souhaite pas. Pour l'instant, tous les signaux sont au vert, mais je pense qu'il ne faut pas attendre Marquez avant au mieux la fin de saison et peut-être pour les tests hivernaux, quoi. Alors pour terminer ce débrief, avant de passer au carnet de notes du doc, évidemment, la Marseillaise à Barcelone et sur le podium un autre Français, Johan Zarco, qui a su attendre son heure et qui a profité de la bévue d'Aleix Espargaro pour monter sur un nouveau podium, Michel. Johan, il est là, il fait vraiment alors il a fait des petites erreurs comme en Espagne ou en Argentine, mais là, depuis 3 courses, il fait des top 5. Alors là, il a un podium un peu chanceux parce qu'effectivement, Aleix Espargaro a commis cette erreur en se croyant arriver plus tôt que prévu. Mais de tous les pilotes Ducati, il est finalement actuellement un des plus réguliers, un des plus constants. Alors, il dit toujours qu'il lui manque ce petit truc pour aller essayer de jouer cette victoire. Mais voilà, en tant que... je pense que... Alors, le terme va hérisser les poils de certains, mais si on parle de second couteau dans l'équipe Yamaha, dans l'équipe Ducati, voilà, c'est un lieutenant, aujourd'hui un lieutenant comme je pense que Dagna apprécie. C'est un pilote qui s'engage, qui est le dernier à tester les évolutions développées par les ingénieurs italiens. Il fait le job, il participe à tout ça, et je pense qu'il est en train de sécuriser sa place pour l'an prochain dans l'équipe Pramac. Alors justement, Michel, certains de tes confrères ont annoncé que ça avait été fait, que le deal était signé, qu'il repartait pour 1 an. Pour toi, c'est fait ou ça demande encore validation? Alors écoute, moi j'étais pas à Barcelone, mais j'étais aux 24 heures de Spa, j'y suis toujours d'ailleurs. Claude Michy était là ce week-end parce qu'il lui aussi, il a filé un coup de main à l'organisation. J'ai discuté avec lui, on sait qu'il s'occupe, il suit Johan de très près, il s'occupe... on ne va pas dire que c'est son agent, mais enfin c'est son conseiller.
Voilà, il m'a dit que rien n'était fait, mais c'est en bonne voie, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc, on peut lui faire confiance. Aujourd'hui, Claude Michy est un personnage très influent dans la sphère de Dorna Sport. Il a l'oreille de Carmelo Ezpeleta. C'est important pour lui d'avoir 2 pilotes français, donc je pense qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir pour Johan pour la saison prochaine. Merci, 2 pilotes, donc un nouveau podium avec les 2 pilotes français. On commence à en prendre goût, à y prendre goût. On passe maintenant au carnet de notes du doc. Thomas, quelques notes en vrac. On commence par qui? Freddy Spencer. Oula. Vaste sujet. Non, mais on peut commencer par Aprilia. Donc, malgré la bévue d'Aleix Espargaro, tout le week-end, il a dominé clairement sur les essais. En qualif, il a signé un nouveau record du circuit. Il fait une nouvelle pole position, la deuxième pour Aprilia en MotoGP, la quatrième en catégorie Rennes. Et même globalement, on peut mettre aussi Vignales dans le même paquet, dans le sens où en fait il a figuré dans le top 10 aux essais, et en qualif c'est pareil, il a réussi à passer en Q2 et donc à bien se qualifier, et en course il termine 7ème. Donc on voit que l'Aprilia aujourd'hui fonctionne bien, donc moi je mettrais un 9 parce qu'il y a eu cette petite erreur de Aprilia. Voilà, Aprilia, et voilà, parce que là on voit qu'ils sont quand même sur une belle pente ascendante, donc ça promet de belles choses. Alors après, on arrive sur des circuits quand même assez particuliers, on va voir. Au Sachsenring, depuis 2013, c'est toujours un certain Marc Marquez qui a gagné. Donc là, la porte, enfin en tout cas la première place sur le podium sera ouverte. Mais on verra ce que ça donne sur un circuit comme le Tourniquet du Sachsenring, si l'Aprilia répond présente. Une autre note? Je fais comment? Je classe dans l'ordre, dans le désordre? Comment je fais? Tu distribues les copies comme tu veux. Moi, je mettrais une bonne note. Alors, je mettrais un petit 7 à Tech 3 de façon globale, parce que Rémi Garner termine 11e, donc c'est son meilleur résultat de la saison. Raúl Fernandez marque son premier point en terminant 15e, donc c'est vrai qu'il y a eu un peu de ménage en début de course, mais ça n'explique pas tout, et il marque son premier point. Donc là, je le dirai dans les stats, mais je vais le répéter là maintenant. Maintenant tous les pilotes permanents ont marqué un point cette saison. Et si on prend Tech 3 de façon globale, leurs 2 pilotes aussi ont terminé dans le top 10, sauf erreur, en Moto 3. Donc Denis Onjou et Adrian Fernandez. Donc on est sur une belle prestation. Un beau week-end pour Tech 3, donc un petit 7 sur 10 quoi. Une note pour les malheureux du week-end, Espargaro, Nakagami. Alors Espargaro lequel? Parce que Aleix, ouais. Alors c'est difficile parce que comme je t'ai dit, j'ai mis Aprilia dans le même panier. Okay, Aleix, effectivement, pour son erreur, c'est vrai que c'est une erreur pour quelqu'un qui affiche presque 300 Grands Prix. On est sur quelque chose qui devrait pas arriver. Comment c'est possible, Michel, qu'une erreur comme ça arrive? Ils regardent pas leur panneau, les pilotes? Alors, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il voyait pas son panneau et du coup il s'est fié à la tour. Au bout de la ligne droite des stands à Barcelone, il y a une immense tour avec le classement des 10 premiers et il y a un décompte des tours et en fait il a vu marquer 1 et donc il a pensé qu'après 1 il allait passer la ligne d'arrivée, mais en fait il faut qu'il y ait 0 pour que ce soit le dernier tour. Moi ce que je trouve dingue, c'est qu'il n'ait pas vu qu'en passant la ligne il n'y avait pas de drapeau damier, quoi. Donc il devait être un peu perturbé en lévitation à ce moment-là, quoi. Donc c'est pour ça que pour quelqu'un qui affiche presque 300 Grands Prix, bon, c'est... Il y a des précédents, non? Rins précédemment. Rins, Alexis Masbou pour en parler. Julian Simon, Alexis Masbou pour en parler. En Brno en 2014, il a fait, ça a été effectivement une très belle course parce que Alex Rins, il se battait pour la victoire, hein, donc ça reste quand même assez. Il y a une image, effectivement. Ouais, il y a une image. Et donc lui, il a levé les bras et tout avant de s'en rendre compte. Effectivement, il reste un peu. Puis en Moto 3. Bon, tu te fais vite doubler. Là, en plus, c'était l'un des classements les plus serrés de l'histoire, top 15 les plus serrés de l'histoire en Moto 3. Et je crois qu'ils tenaient tous dans la même seconde. À Jerez aussi, il y en a un autre. Mais c'était au siècle dernier. Michel, il doit s'en rappeler. Pierre Francesco Chili, en 2,5. Oui, mais il y a eu Julian Simon à Barcelone.
Mais Kili, c'est pareil, lui, il avait même franchi la ligne debout sur les repose-pieds, quoi. Et c'est au moment où il a vu les autres le passer comme ça qu'il a compris, parce que finalement, quand on regarde les images, Alex Espargaro, Michel, il met un sacré moment à comprendre que ça va pas, quoi. Et encore, il a de la chance. Tout le monde pensait qu'il avait cassé son moteur. Ouais, Jorge Martin a dit, du coup, je me suis dit, il a cassé le moteur, ça a dû prendre de la température, je vais pas finir mon tour. Même, bon, il a peut-être oublié qu'il avait pas eu la Aprilia, mais une Ducati, lui. Enfin, ça a perturbé tout le monde, personne ne comprenait ce qui lui arrivait, quoi. Et il a de la chance quand on s'est dit, mais effectivement, il a dû croire que d'être arrivé, quoi. Et il a eu de la chance de redoubler Luca Marini avant le gauche, sinon il terminait 6e. Hein. Ouais. Mais c'est pas le seul, parce qu'en Moto 3, Sergio Garcia a fait l'inverse. Il pensait qu'il lui restait un tour, et du coup, il s'est dit qu'il n'allait pas doubler dans ce tour-là, et du coup, il a pas eu le podium. Il se réservait pour le finish. Mais Denis Zoljo a fait pareil aussi plus tôt dans l'année. Donc peut-être des difficultés à voir les panneaux dans cette ligne droite de Barcelone. Peut-être, ouais, mais bon, après, j'ose imaginer qu'il y a quand même une indication sur le dashboard, sauf erreur. Et puis après, comme dit Michel, je veux dire, tu mets plein gaz, tant qu'il n'y a pas le drapeau à damier, tu y vas, quoi. Mais bon, après... Et puis, là où il y a le drapeau à damier, il y a un décompte aussi qui est affiché. Oui, bien sûr, mais donc si tu veux, bon, voilà, après... Après, des fois, dans les bagarres, si tu veux, tu peux comprendre. Mais là, vu le boulevard qu'avait pris Fabio, Espargaro, c'était le premier le premier des poursuivants de Fabio à passer sur la ligne. Donc, il n'était pas gêné pour regarder. Non, mais après, si tu veux, après, on peut trouver plein de raisons. Mais je veux dire, c'est vrai que Fabio, il avait un boulevard d'avance. Donc, lui, en le voyant pas décélérer, il s'est peut-être dit aussi, mais c'est la fin aussi. Tu vois, pas vu Fabio, c'est ça. Donc, il s'est dit, bon, c'est la fin. Voilà, bon, il y a plein de choses. Manque de concentration, ça arrive. Massimo Rivola a mis ça sur le compte de la pression parce que c'était son Grand Prix, c'était chez lui. Enfin, plein de raisons. Ouais. Mais Roulien Simon, en 2009, lui, c'était avec Andrea Iannone en face. Ils se battaient pour la victoire tous les deux. Effectivement, il a levé les bras un peu trop tôt. C'est Iannone qui a gagné. Mais bon, lui, il a réussi quand même à la fin de l'année à avoir le titre. Donc, Et des cyclistes aussi à qui c'est arrivé. Ce genre de mésaventures. Il lève les bras un peu trop tôt, Julien Alaphilippe, justement. Et Johan Zarco aussi, on pourrait en parler presque à Misano quand il était en moto 3, enfin 125, quand il avait fait signe. Je ne sais plus qui est-ce qui était Michel. C'était Nico Terol. Tu sais, quand il fait. Terol. Nico Terol. Quand il lui fait signe, viens, et puis en fait, il se fait doubler sur la ligne. Enfin bon, après, c'est pas tout à fait le même cas de figure. Non. Une autre note, Doc. Donc tu m'avais dit... on était resté au 7 à Tech 3. J'avais parlé de Nakagami aussi. Ouais, Nakagami. Pas le sujet. Pas le sujet. Non, mais je vais pas l'accabler. Je pense que, comme dit Michel, il a voilà. Et en plus, je pense qu'il est blessé. Il s'est sanctionné. J'en ai parlé avec Randy. Donc pas de 0 dans la classe alors. Non, je mettrai pas de 0 parce qu'une erreur peut vite arriver. Bon, effectivement, comme dit Randy, il a freiné trop tard. Bon, voilà. Après, comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de choses qui font que maintenant, quand tu n'es plus sur les deux premières lignes, si tu veux faire une bonne course, tu es obligé de gratter le maximum au départ. Et puis, forcément, à ce jeu-là, des fois, tu prends un peu trop de risques. Et voilà, donc, bon, voilà, on va pas lui mettre la moyenne, mais un 4 sur 10, c'est bien, quoi. Une dernière note ? Qui tu veux ? Non. Martine, par exemple. Martine, ouais, effectivement, après une série de courses très compliquées, donc on le sait, il est blessé, donc d'ailleurs il s'est fait opérer aujourd'hui, comme tu le disais Margot, il s'est fait opérer aujourd'hui. Il avait un manque de sensibilité à la main, donc le retrouver, en tout cas bon aux essais et ensuite bon en course, voilà, ça montre qu'il a toujours pas perdu de sa superbe et que quand tout va bien, il est très rapide. Donc vas-y. Après, il a expliqué, au-delà de son problème physique, il a quand même expliqué qu'ils étaient revenus ce week-end à des réglages de base qu'il utilisait en début de saison, réglages qu'ils avaient fait évoluer depuis le retour en Europe en se collant un petit peu prenant un modèle sur la moto de Bagnaia, et que lui, il s'était un peu perdu par rapport à ça, qu'il avait perdu le feeling du train avant. Et voilà, en revenant à des choses que lui préférait, il avait retrouvé ses sensations. En tout cas, c'est ce qu'il a expliqué hier. Donc, à confirmer dans 15 jours en Allemagne. Après, juste une petite, pour revenir un peu en arrière, l'année dernière, il revenait de blessure en Catalogne, donc c'était, on va dire, c'était un peu sa première fois, on va dire, dans de bonnes conditions en Catalogne. Donc voilà, ça montre qu'il aime bien le circuit. En Catalogne, la saison passée, souvenez-vous, il était tombé dans le Tour de reconnaissance. Pour ceux qui s'en souviennent. C'est vrai. Donc il partait pas non plus dans de bonnes dispositions l'année passée. Bon voilà, c'est une bonne revanche sur Martin et je lui mettrai un 7. Très bien, on passe maintenant au coup de cœur. On va faire un petit tour d'horizon des coups de cœur de ce Grand Prix de Catalogne.
On commence par notre chroniqueur vedette dans les Ardennes pour le coup de cœur de Michel Turcot de ce Grand Prix. Ouais, ça va être difficile de pas répéter un peu ce qu'on vient de dire, hein, mais c'est vrai que bon voilà, là, s'il y a une palme d'or à décerner pour ce week-end à Barcelone, c'est à Fabio que je la décerner. Alors c'est vrai que c'est son circuit, hein, c'est là qu'il a gagné son premier Grand Prix en Moto 2, c'est là qu'il a fait son premier podium en MotoGP, sa première pole position. Voilà, c'est le lieu où il est très très fort. L'an dernier, il aurait dû aussi briller sans son problème de combinaison. Donc voilà, son week-end impeccable. Et puis surtout, il prend l'ascendant, là, je pense, moralement sur ses adversaires. Voilà, pas d'erreur. Depuis le début de l'année, il n'a pas quitté le top 10. Voilà, c'est sa deuxième victoire. Quand il peut gagner, il va gagner. Sinon, il est capable de limiter les dégâts et de rester positif, comme ça a été au Mans avec sa 4e place. Voilà, il est en train de faire une première moitié de championnat digne du champion du monde qu'il est. Et c'est voilà, bravo à lui. Et puis il a dominé également la journée de test qui s'est déroulée aujourd'hui même sur ce circuit de Barcelone, puisque à la suite du Grand Prix, il y avait des tests. C'est Fabio Quartararo qui est en haut de la feuille des chronos, me semble-t-il. Oui, mais écoute, Oui. c'est ça. Tu l'as devant les yeux, tu peux le dire. Bah oui, ça fait pas Il semblant. me semble bien. Devant Pecco Oh, il Bagnaia. ménage le suspense quand même, David. Hein, tu vois. Et un excellent Johan Zarco. Encore une fois, le pilote français, l'autre pilote français, il est là, Johan Zarco. Alors ils ont ce petit truc qu'il dit lui-même, mais il est là, il attend son heure, Johan Zarco. Et puis peut-être un coup de cœur pour Johan Zarco. Allez, c'est ouvert. Ouais, moi je pense que je mettrais. Bah voilà, bon, puisque tu le dis. Ouais, parce que le coup de cœur Quartararo, il est pris C'est bon. par Michel. Non, mais effectivement, il est un peu plus discret que la saison passée. C'est-à-dire que l'année dernière, à la mi-saison, on le voyait tous se battre pour le titre jusqu'à la fin. Là, il est quand même 4e au championnat, sauf erreur. Et il fait des courses aussi, malgré les 2 erreurs, comme tu as cité Michel. Il fait des très belles courses. Il est toujours là. Effectivement, il approche le podium ou il est sur le podium comme hier. Voilà. Il n'est pas loin de Bagnaia au provisoire en plus. Ouais, bah, avec les résultats blancs de bien sûr, Bagnaia, tout à il fait. n'est pas très loin. Non, mais voilà, on peut compter sur lui, en tout cas pour le podium final à la fin de la saison. Quoi. D'accord, alors les deux Français, pour les 2 premiers coups de cœur, Margot. Alors moi, ça reste sur du français, donc c'est Fabio, mais c'est une image en FP1, quand il pose aussi l'épaule, pratiquement Virage numéro 5. 5, c'est ça. Il avait déjà fait aussi au Grand Prix de Catalogne, pareil, en 2019, mais on le voit pas souvent, ça, le genou, l'épaule, pratiquement, et le coude. Ça s'appelle Lorenzo dominer l'a fait. de la tête et des épaules. C'est ça. Non, mais là, c'est vrai que C'est une belle ce image. virage, c'est Ouais. prêt avec le banking qui va bien et tout. Mais Après, faut le faire. il y a des photos qui ont circulé, effectivement, c'est toujours impressionnant, mais on a revu aussi des photos d'Jorge Lorenzo et De Stoner. Michel le disait. Radel aussi. Michel le disait aussi, sa course, elle est comme celle de Lorenzo, il est parti, personne ne l'a revu et il est jamais aussi fort que dans cette situation-là. Et Lorenzo, avec la Yamaha, il était pareil, il était anglais avec l'épaule par terre. Non, Les il est oreilles meilleur- partent. il est meilleur- Images. il est mallorquin, je crois. Oui. Ça va. Hein. Un coup de cœur. Un coup de cœur pour toi, Eric. Ouais, moi c'est un coup de cœur général, c'est-à-dire pour les Français, parce qu'en fait, après le Grand Prix de France, il y a un deuxième Grand Prix qui est presque tricolore, c'est celui de Barcelone, parce que comme on est à 120 km de la frontière, il y avait énormément de supporters français pour et Fabio et Johan, et ça je pense que ça fait plaisir, et ça commence un petit peu à monter et à faire boule de neige, donc ça c'est très bien. Et comme dirait Régis Laconi, ça va dans la bonne direction. Ben moi, je mets un petit coup de cœur à Luca Marini. Ça fait 2 Grands Prix qu'on le voit bien performer, le jeune frère de Valentino Rossi qui prend ses marques de plus en plus. Et ça fait plaisir de voir ce numéro 10 régulièrement se bagarrer et prendre la mesure de sa Ducati. Et puis, voilà, un peu plus aux avant-postes. On aurait pu parler de Mir aussi, qui revient un peu dans le top 4. Ouais, bah c'est vrai que ça faisait quand même 2 courses que les 2 Suzuki avaient fait résultat blanc. Et ouais, Mir sauve l'honneur de Suzuki à cause de la chute d'Alex Rins. Bastianini aussi, non? Il fait quand même une sacrée remontée, Mir. Hein. Il était 17e sur la grille, si je dis pas de bêtises. Ouais, il était très loin. Très belle perf de Johan Mir. On passe maintenant au zoom technique avec, on l'a dit tout à l'heure, il y avait des essais aujourd'hui à Barcelone, des essais pour les pilotes, mais aussi pour les mécaniques. On en parle tout de suite avec le doc.
Le zoom technique, donc on ne peut pas éviter quand même un petit zoom technique, on en a parlé il y a quelques Grands Prix, mais l'airbag a encore une fois sauvé quelques pilotes là, dans le crash du premier virage. Oui, bah, effectivement, l'airbag aujourd'hui c'est indispensable. Alors, je vais pas répéter des choses, enfoncer des portes ouvertes, oui, et ça sauve, en tout cas ça sauve des clavicules, des côtes, et ouais, dans ce qui s'est passé dans le carambolage du premier virage, on peut imaginer que ça a permis d'éviter le pire. Après, minimiser. Après, pour en avoir discuté avec d'autres, je ne sais pas si les gens d'Inemotion vont m'écouter ce soir, mais ce qui est difficile à protéger maintenant, c'est les extrémités. Donc, c'est-à-dire que quand tu as une chute avec l'inertie, bah, quand ça tape, ça casse. Ou voilà, il y a plein de. Je peux donner un exemple. Si on prend Denez, c'est pour ça que les bottes sont toutes petites. C'est pas des grosses bottes qui montent jusqu'au mollet, parce que justement, eux, ils travaillent sur le fait qu'il y ait moins de poids, et donc quand il y a un choc, ça se tape moins fort. Mais c'est vrai que protéger l'extrémité c'est compliqué, donc on l'a vu avec Alex Rins. Alex Rins, il se pète le poignet, quoi. Bah, Inemotion, on en parlera d'ailleurs au prochain Grand Prix, puisque Pierre-François Tissot de Inemotion sera notre invité. Il nous parlera de protection sur ce plateau à l'issue du Grand Prix d'Allemagne. Et puis il y a aussi, pour aller dans le sens de Thomas, c'est qu'il y a quelque chose d'un petit peu de dissonance, c'est qu'il faut de la protection, mais les pilotes cherchent aussi de l'appréhension et avoir des sensations. Donc, et les bottes et les gants, il faut qu'ils soient évidemment renforcés, qu'ils protègent, mais il ne faut pas que les pilotes perdent leur préhension. Et le premier qui a travaillé là-dessus, notamment avec les gants carbone justement chez Denez, c'était Loris Capirossi. Et il disait qu'il voulait des gants rigides, d'autant que lui, il avait un problème à la main aussi, si je ne dis pas de bêtises. Michel, il avait Loris Capirossi aussi, il avait des gros problèmes. Et c'était important pour lui d'avoir malgré tout de l'appréhension. C'est avec lui, je crois, qu'on a commencé à avoir les deux derniers l'auriculaire et l'annulaire qui étaient attachés sur les gants pour éviter justement que les doigts se retournent il y avait, sur les chutes. Chez Denez, il y a aussi c'est pas vraiment se retourne en fait, sauf erreur, encore une fois, c'est que quand ça glisse au sol. Protéger l'abrasion. Ouais, non, même pas. En fait, c'est-à-dire que quand il y a je sais pas comment expliquer, mais quand ça glisse, pour éviter que le petit doigt parte à l'envers et ne s'écarte et ne se place sous le guidon, quoi. Même pas. Ça n'écrase pas le guidon. C'est juste que ça te pète le doigt comme ça, en fait. Et c'est chez Denez, alors chez Alpinestar, normalement ils sont solidaires. Ils sont solidaires. Et chez Denez, il y a ce qu'on appelle, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est un petit morceau de plastique qui est sur le petit doigt pour justement éviter que ça parte, quoi. Des moufles, beaucoup faut des moufles. Pilotes en savent quelque chose. Hein. Le petit doigt, le mien est bloqué. Christian Saron peut nous en parler. Non, de nombreuses chutes occasionnent des dommages à l'auriculaire. Bien sûr. Donc la solidarité entre l'annulaire et l'auriculaire permet de préserver ce petit doigt. À la base, on parlait d'airbag. Allez. Il y avait d'autres innovations techniques testées aujourd'hui à Barcelone. Alors, on va juste chez Aprilia. Antonio Jiménez nous l'a dit la semaine dernière. Donc, ils ont testé l'aileron. Voilà, donc ça, on se l'attend. L'aileron à l'arrière, pardon. On a vu apparaître aussi un nouveau carénage aérodynamique un peu particulier. Alors, j'étais pas à Barcelone parce que je suis là, mais je sais pas encore ce qu'il en ressort de tous ces tests et j'ose imaginer que les pilotes n'ont pas forcément dévoilé si ça marchait. De bras oscillants pour Fabio Quartararo. Test de bras oscillants, mais ça c'est aussi, on a un bras oscillant qui circulait déjà depuis le début de la saison chez Yamaha. Morbidelli a testé le carbone. Ouais, carbone, ça fait déjà un moment et même Morbidelli. Il a repris le carbone. Ouais, mais Morbidelli roulait depuis déjà un moment avec le carbone. Je crois qu'il roulait plus avec depuis quelques Grands Prix. Peut-être qu'il est revenu avec, mais en fait, ils cherchent toujours des solutions pour aider le grip ou autre. Et chez Honda, on a vu apparaître un autre châssis, mais c'est pareil, encore une fois, c'est difficile, même si tu as un œil averti, de savoir combien de châssis circulent chez chaque constructeur. Donc oui, apparemment, il y a un nouveau châssis qui circule. Et chez Honda, il faut quand même un peu du neuf avec du... oui, de toute façon. c'est des châssis qui ont été écartés, qui reviennent. En absence de... j'allais dire, surtout que Marquez n'est plus là, donc on teste un peu, voir si ça fonctionne chez les autres pilotes, quoi. Par contre, je pense qu'il faudra, au niveau technique, il faudra peut-être s'intéresser au système des ailerons, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler avec Antonio Jiménez la dernière fois, mais des ailerons, ça génère de la charge, de l'appui. On dit que les pneus ont tendance à surchauffer, donc il faudra faire attention à ça aussi, parce que je pense que même à l'avant, je pense qu'il doit y avoir quand même des contraintes supplémentaires. Oui, on parle d'une trentaine, voire quarantaine de kilos d'appui aérodynamique, donc c'est quand même énorme.
Donc oui, forcément, ça joue sur tout ça. Bien sûr, la pression des pneus augmente à cause de ça. Et puis il y a tout ce qui se voit pas aussi. Hein. Sylvain Gattoli nous avait parlé de carbone à l'intérieur du bras oscillant de la Suzuki. Là, pour rigidifier le bras oscillant, là, on peut pas le voir. Non, on peut pas le voir, effectivement. Mais chez Suzuki, il y a quelques années, peut-être il y a 2 ans maintenant, ils avaient aussi rigidifié leur châssis en le mettant non. En le mettant dans une coque en carbone. Donc c'était pas un châssis en carbone, mais il l'avait solidifié sur certains endroits. Il y avait des inserts en carbone aussi sur Ducati, alors qu'on avait vu apparaître en 2019 aussi. Donc oui, de toute façon, ce sont les seuls éléments qui peuvent modifier en cours de saison. Pour l'instant, on ne va pas voir apparaître les nouveaux moteurs, les nouvelles versions des motos avant le test à Misano qui aura lieu après le Grand Prix de Saint-Marin. Là, c'est juste pour un peu peaufiner et avoir l'opportunité pour chacun des constructeurs et des teams de tester des choses pour la suite de la saison. Les nouveautés devraient apparaître, en tout cas les vraies choses qui apparaîtront l'année prochaine devraient venir plutôt du côté de Misano. Septembre, Misano, c'est ça. C'est ça. On avait vu la nouvelle Honda l'année dernière, donc, notamment. Pour un tour d'horizon complet des nouveautés techniques testées à Barcelone, il n'y a pas d'OGP, notre partenaire, bien sûr. On passe maintenant à l'instant stat, Doc, avec quelques chiffres. J'en ai déjà... Je pensais qu'il y avait un jingle. Donc, je sais pas, en régie, j'avais demandé à ce qu'on affiche tout. Alors, je sais pas, je vois pas le retour. Mais la malédiction de tous les pilotes cette saison, de tous les vainqueurs, j'y reviens. Je l'avais déjà dit plusieurs fois. Mais là, parce que là, c'est Fabio qui a gagné. Ouais, mais bon, c'est le seul qui. Fais attention. Voilà les images. Les voici. Effectivement, quand on regarde le premier Grand Prix, c'est Enea Bastianini qui a gagné, mais la course suivante, il finit 11e. Donc je rappelle juste la malédiction, c'est que celui qui gagne ne figure jamais dans le top 10 de la course d'après. Voilà, donc Bastianini gagne la première, il finit 11e de la seconde en Indonésie. Oliveira gagne sous la pluie en Indonésie, mais il finit 13e en Argentine. Et en Argentine, c'est Aleix qui gagne. Mais du coup, en Amérique, enfin Austin, du coup, il finit 11e. Et voilà, l'exception, c'est que quand on arrive en Europe, au Portugal, Fabio s'impose, mais en Espagne, il termine 2e. Et quand on arrive en France, c'est Bastianini qui gagne. Et puis, souvenez-vous, en Italie, il tombe. En Italie, qui c'est qui gagne? C'est Bagnaia. Qui tombe hier. Donc, la malédiction se confirme. Après, voilà, je ne veux pas porter la guigne à Fabio. Fabio, mais bon, voilà, c'est vrai que... On aura un coupable, en tout cas. Mais c'est vrai que cette malédiction, c'est marrant, enfin, c'est toujours Est-ce que c'est pas scénarisé, ces Grands Prix, finalement? Peut-être. Michel. Non, Amazon Prime est parti. Ouais, c'est le doc qui prépare ses stats, qui demande des résultats en avance. Tout est fait pour favoriser les stats. On l'aurait vu en discussion avec Nakagami avant le départ. C'est ça. Mais toi, c'est le hasard des chiffres. Je veux juste revenir sur un hasard des chiffres. Si tu t'en souviens, Michel, entre la première victoire et la deuxième victoire dans Dovizioso, il y avait eu 7 années. Et ensuite, entre sa deuxième et sa troisième victoire, il y avait eu 7 jours. Enfin, il y avait le hasard des chiffres fait que... tout ça, c'est le calendrier Maya, en fait. C'est la fin du monde pour quand? Je sais pas, je pourrais pas te dire. Mais bon, ouais, c'est toujours intéressant. Enfin, voilà, quand tu arrives à mettre le doigt sur quelque chose comme ça, c'est assez rare pour trouver ça drôle, quoi. Voilà, intéressant. Une autre stat? Je l'ai dit tout à l'heure, 15e podium, 15e course avec au moins une Ducati sur le podium. On s'approche tout doucement du record de la marque. Leur record, c'était entre 2007 et 2008, avec Casey Stoner, entre autres, qui avait permis à Ducati d'atteindre le record de 17 courses au moins sur le podium, d'affilée, pardon. Donc on s'y approche. On peut imaginer que sur les prochaines courses, on va avoir au moins une Ducati sur le podium. Mais bon, après, le hasard des chiffres fait que des fois, on n'a pas envie, on n'a pas ce qu'on veut, quoi. Voilà, et puis, ce que tu avais dit, Michel, tout à l'heure, l'écart... Moi, j'aime pas trop cette statistique parce que, mais quand on regarde le vainqueur, donc hier, c'était Fabio, qui a gagné avec plus de 6 secondes d'avance. Donc, c'est le plus gros écart entre le premier et le deuxième depuis Marc Marquez en Australie en 2019. Donc, il y avait 11 secondes, un peu plus de 11 secondes. Pour un pilote Yamaha, il fallait remonter avec Lorenzo en 2016 au Grand Prix de France. Pareil, je crois que c'était un peu plus de 10 secondes. Mais voilà, on peut imaginer que Fabio aussi au Portugal avait déjà plus de 6 secondes à un moment donné, et puis qu'en fait au dernier tour il a coupé son effort. Là, hier, il y a encore quelque chose qui fait que l'écart était peut-être un peu plus important parce que Aleix Espargaro a coupé son effort dans le dernier tour, avant le dernier tour.
Bon, mais ça montre quand même qu'effectivement Fabio a... Ouais, ce que disait Michel, surtout en début, c'est son rythme de course. Quand on Exactement. regarde la liste des tours. tour par tour, c'est juste incroyable, quoi. Est-ce que tu as pu échanger avec Eric Mahé, Michel, le manager de Fabio? Depuis quand? Oui, dans le week-end, oui, on s'est appelé. Dans le week-end, ouais. Qu'est-ce qu'il en pense, Eric Mahé? Il donne des consignes à Fabio pour qu'il soit aussi mature? Oh, je crois qu'il a, enfin, comme le dit Eric, il a plus besoin de conseils aujourd'hui en termes de pilote. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut lui apporter quoi que ce soit. Eric, il est là pour plus dans la gestion de ses émotions, dans la psychologie, parce qu'on sait que c'est aussi quelque chose qu'il apprécie et un domaine dans lequel je pense qu'il est compétent. Donc il est plus là à driver un peu, le bonhomme qu'aujourd'hui le pilote, quoi. Et bien évidemment, après, obtenir pour lui le meilleur. Je pense que beaucoup de personnes ont parlé d'argent sur le contrat de Fabio Quartararo pour expliquer que ça traînait. Pour connaître un petit peu les tenants, les aboutissants, c'était pas du tout le sujet. Hein. Si ça a mis du temps, c'est parce qu'Eric et Fabio voulaient avoir des garanties d'un meilleur matériel l'an prochain. Après, il y a des choses on ne peut pas trop en parler, mais voilà, il va y avoir un développement moteur avec de nouvelles personnes, de nouveaux ingénieurs, des personnes qui viennent de la F1. Il y a une cellule qui va être créée pour en Europe développer des moteurs. Il va y avoir un petit peu de la décentralisation par rapport au Japon sur la partie moteur. On rappelle à toutes fins utiles que le moteur cet hiver Yamaha a été amélioré, mais a été retoqué au final. C'est un moteur qui était un peu plus gros, un peu plus large, placé un peu plus haut dans le châssis et qui ne convenait pas. Mais Yamaha avait travaillé sur un moteur plus puissant. Oui, ils ont travaillé. Il y avait les évolutions. Ils avaient développé effectivement un nouveau moteur, mais les premiers tests, ils ont rapidement compris que ça serait moins bien. Donc ils ont décidé de l'abandonner. Donc il y avait plus de puissance. Avant même le premier Grand Prix, on savait Fabio savait qu'il allait faire la saison 2022 avec sa moto 2021. Ouais, très bien. On entend moins parler des problèmes de Fabio, c'est ça qui est bien. Ouais. Très bien. Après, ils ont recruté, comme dit Michel, alors les premiers beaux de couleur disent qu'ils ont recruté Luca Marmorini qui est un ancien de chez Ferrari, qui a travaillé chez Toyota et qui devrait aider au développement du nouveau moteur de la M1, quoi. Donc, après, il leur faut pas 50 chevaux, comme le dit Eric. S'ils comblent le retard sur la Ducati de moitié, ça sera suffisant pour Fabio. Après, il fait des choses merveilleuses avec cette moto, une moto qui a des qualités. Après, il est le seul à y réussir, parce qu'aujourd'hui, quand on voit une fois encore, alors c'est vrai qu'il a plus Dovizioso est sorti de sa retraite, il est plus dans le coup. Binder arrive du Moto 3, il n'est pas dans le coup. Mais Morbidelli, qui a quand même été vice-champion du monde il y a 2 ans, il n'y arrive pas avec cette moto, quoi. Il termine encore derrière Binder d'ailleurs, non 20 secondes, je sais plus, mais bon, très très loin, quoi. Il est derrière Binder. Oui, il est derrière Binder, c'est le premier pilote Yamaha. Enfin, le deuxième pilote Yamaha, excusez-moi. Le premier des autres. Le premier des autres, ça reste Binder. Après, faut faire aussi attention. On peut trouver des chevaux dans un moteur, c'est bien. Mais après, il faut que le châssis y suive. Donc, c'est pareil, il y a une homogénéité sur cette Yamaha. Et il ne faut pas qu'elle soit déséquilibrée, entre guillemets, parce qu'on se focalise sur gagner 50 chevaux. Je peux rajouter une petite stat intéressante. C'est Fabio, il n'a pas quitté la Q2 depuis le début de la saison. Et si on prend les autres pilotes Yamaha, il n'y en a eu que 2, sauf erreur, et Morbidelli 2 fois au Qatar et je ne sais plus où. Mais sinon... en Q2. En Q2, ouais, tout à fait. Donc, d'ailleurs, Thomas, hormis sa 11e place sur la grille au Qatar, Fabio, il a toujours été sur les 2 premières lignes de départ depuis le début. Je crois que Fabio, je crois que Johan n'est pas loin non plus. Voilà. Johan, il est parti plus souvent sur la 3e ligne. Ça fait 2... Non, après ça dépend si tu comptes la pénalité. Ah oui, la pénalité. Il était 9e. Ah oui, il y a les pénalités. Après, sinon, il fait toujours encore autre chose. Allez, on passe aux catégories moins puissantes. Le Moto 3 et le Moto 2 est néanmoins très intéressante. C'est Margot GP. Margot, la traditionnelle question de début de chronique. On commence par quelle catégorie ? Je vous laisse deviner. Ouais, allez, Moto 3, c'est parti. Alors, on va commencer par le Moto 3, Margot, et une victoire à domicile. Exactement, de Izan Guevara. C'est un peu sa revanche comparée à la semaine dernière, parce que
Pour rappel, il avait loupé la victoire de peu, on va dire, puisqu'il était passé une fois de plus dans le vert. Donc la victoire avait été attribuée à son coéquipier Sergio Garcia. Donc là, c'est sa 3e victoire de la saison pour lui. C'est la 2e à domicile, parce qu'il avait aussi gagné à Jerez. Donc c'est son 4e d'ailleurs podium consécutif. Et ça peut être un peu problématique et menaçant pour le leader, son coéquipier Sergio Garcia, qui depuis 4 courses est devancé à chaque fois, si on ne prend pas l'exemple de la semaine dernière, est devancé par son coéquipier. Ça peut un peu tendre vers un duel pour faire référence à l'année dernière, comme en 2021 avec KTM en Moto 2 entre Rémi Garner et Raúl Fernandez. Donc à voir comment Gaz peut gérer ça. C'était d'ailleurs son 500e Grand Prix cette saison. Ce week-end. Ce week-end au Grand Prix de Catalogne. Mais donc, Sergio Garcia a terminé 4e, et ce qui lui permet quand même de prendre un petit peu d'avance sur les deux autres pilotes qui sont derrière lui, donc Romé Mazia et Denis Foggia, donc respectivement à 47 points et 55 points derrière lui. Romé Mazia a lui connu un week-end assez compliqué puisqu'il partait de la 14e place. Il avait chuté en qualification. Et Denis Foggia, 2e pole position pour l'Italien, sauf qu'il y a eu un problème avec sa chaîne, donc il a dû abandonner. Juste pour rebondir, effectivement, comme tu dis, entre le conflit qu'il y a en interne chez GazGaz, parce que Sergio Garcia devait éventuellement monter en Moto 2, mais il n'y avait pas de place chez Aspar en Moto 2, et du coup, si Guevara commence à prendre du galon, est-ce que c'est lui qui va pas monter en Moto 2 Ce sera peut-être celui qui sera titré. Non, mais voilà, c'est quand même intéressant. Effectivement, Ouais. Ça peut mettre un peu de tension chez GazGaz. C'est exact. Un petit point au championnat? Non, l'écart qui se réduit à 16 points, c'est ça? C'est ça, entre Sergio Garcia D'accord. et Izan Guevara, D'accord. entre les deux. Et puis une nouvelle tête qui pointe son nez derrière. Exactement, David Munoz, dont je vous avais parlé la semaine dernière, donc, qui faisait ses débuts, puisqu'il venait d'avoir l'âge minimal. Et donc là, 2e course, il termine 2e, donc c'est une bonne performance. Donc sur la ligne avec Tatsuki Suzuki qui était assez déçu, ça se sentait sur le podium, il n'était pas très souriant. Donc David Munoz partait de la 20e place et il fait un bond au classement des rookies parce que il a 25 points maintenant, il est 3e dans ce classement-là. Et la petite info, la petite stat, c'est que c'est le 3e plus jeune pilote à monter sur un podium en Moto 3. À voir si ça lance sa carrière ou pas, mais on a déjà vu d'autres... Devant lui, c'est Fabio Quartararo ou, j'ai oublié le premier, Chan-Honshu. Après, Chan-Honshu, on voit que maintenant, il fait de belles choses, mais En super sport. Et Fabio, voilà. Un mot sur notre Français, Lorenzo Folon. Oui, week-end compliqué pour cette fin de week-end, parce que Lorenzo Felon avait fait de bons essais, il avait un bon rythme, il est directement passé en Q2, 4e sur la ligne. On a même cru que c'était une première ligne au début, mais donc comme il le dit souvent, il a un manque d'agressivité au début, donc il a perdu des places dans les débuts de cette course. Et en plus de ça, il y a eu une crevaison assez lente à partir du 8e tour, donc il a encore plus rétrogradé. Et en plus de ça, il a été pénalisé d'un long lap, mais il l'a pas fait ou il ne l'a pas fait correctement. On ne sait pas trop le fin mot de l'histoire. Et il a écopé de 3 secondes de pénalité, ce qui l'amène à la 20e place. Et d'ailleurs, Ricardo Rossi, son coéquipier, a aussi écopé pour les mêmes raisons de 3 secondes de pénalité. Et la petite info aussi sur laquelle je voulais revenir du week-end, c'est qu'au Grand Prix d'Aragon, normalement, on devrait avoir 2 femmes qui devraient prendre le départ de la course, parce que c'est Maria Herrera, donc pilote Moto E actuellement, qui va avoir une wildcard donc, en septembre prochain. Et en plus, c'est un équipage 100% féminin, donc mécano, ingénieur, team manager. Donc c'est avec le team Angelus MTA Racing, donc qui fait rouler actuellement Ivan Ortola et Stefano Nepa. Et donc pour la petite histoire, Angelus Women Sport Management, c'est une entreprise qui est en partenariat avec ce team-là et qui suit les femmes en moto, donc pas que les pilotes, mais qui les amène dans les championnats mondiaux. Donc 2 femmes sur une grille de départ. À l'époque, Oui. Maria Herrera, Anna Et Carrasco. Carrasco, qui était en Moto 3 déjà. Ouais, qui était en Moto 3. Après, oui, il y en a eu quelques-unes, trop peu, bien Mhm. évidemment. Mais ouais, c'est surtout dans les petites catégories. Ouais. En catégorie reine, il y a eu Gina Bovard en 500 à l'époque, qui a dû faire quelques courses, je ne sais plus combien. Après, oui, ça reste dans les petites catégories. On se souvient aussi de je me rappelle plus, Higata. On se souvient aussi de Tarurine,
Enfin, voilà, donc il y a eu pas mal de pilotes féminines. Alors, Pogsen, comment elle Katia Pogsen en Katia 200 Pogsen. Ouais, Katia. en 2,5. Ça va, Ouais, il suit Michel, il s'est pas endormi dans son réveil. Non, après, du Alors, côté, il y en a qui s'endorment pas non plus, c'est nos internautes là. On a une petite question de Rollerman qui demande des nouvelles de Sasaki. Est-ce qu'on en a? bah écoute, je sais pas, à part le fait qu'il se soit cassé les 2 clavicules en Ouais, Mugello. pas de nouvelles. Non, il a été récentes. remplacé. Il a été remplacé ce week-end. Après, je sais pas, j'ai pas de nouvelles. On va se renseigner et on vous donnera les réponses sur les. Ah, il y a Michel qui veut intervenir. Ouais, non, mais tu parlais des internautes qui nous suivent. Là, Ah, on saura ça. C'est Faut dommage. pas jouer avec ton téléphone, Michel. Surtout quand tu es en partage de connexion. Je vais juste j'ai rajouter. vu aussi en commentaire les pilotes de moto européenne. Ah, vas-y, On n'a pas compris la question. on a perdu la question. Alors, ça a coupé, répète. Je disais que la malédiction dont tu parlais des vainqueurs qui ne terminent pas la course suivante, elle ne concerne visiblement que les pilotes de machines européennes. Effectivement, bien vu. Bien vu. Bien sûr. Enfin, c'est pas moi, hein, c'est un internaute qui nous suit, qui a posté ce message que j'ai lu tout à l'heure. On croise les doigts alors. On croise les doigts. Ouais. Mais après, juste pour en revenir aux pilotes féminines, il y a eu une wildcard d'une Française au Grand Prix de France il y a quelques années. C'était Ornella Ongaro. Oui. Je crois qu'elle s'était pas qualifiée malheureusement, mais Ornella Ongaro qui avait été vainqueur d'une course en Open 125 en championnat de France à Nogaro. Ouais. On passe au Moto 2, du spectacle aussi. Oui, une belle course aussi de beaux duels, notamment dans le dernier tour, avec Chase Noyetti et Aaron Canet. Donc Chase Noyetti, lui aussi, c'est une petite revanche vu que la semaine dernière, il n'avait pas pu terminer son Grand Prix national en plus. Et il renoue avec la victoire, donc c'est sa 3e de la saison. Il n'avait pas gagné depuis le Grand Prix d'Argentine, donc ça faisait 5 courses. C'était un peu compliqué vu que c'était le favori, mais bon. Normalement, il est de nouveau sur une nouvelle lancée. Après, en plus, son week-end n'était pas forcément... Il excellait pas forcément tout le week-end parce que pendant les essais libres, il n'a pas réussi à se qualifier directement en Q2. Il est passé par la Q1 et au final, il signe la pole. Il prend pas non plus un départ... il prend pas un super départ, on va dire, mais il a remonté tous les pilotes qui étaient devant lui et ils nous ont offert avec Aaron Canet un beau dernier tour. D'ailleurs, Aaron Canet qui termine encore 2e, une fois de plus sur le podium, ça fait 5 podiums, dont 4 fois en seconde place. ouais, non, c'est un peu le Zarco pour l'instant Oui. de Moto 2, ouais, parce que là. Mais bon, s'il gagne, ça fera un 7e néo-vainqueur cette saison, donc j'attends Ça cette stat. favorise les stats. C'est encore le scénario maudit. Bah ouais, mais bon. Bah, ce serait bien pour lui parce qu'à chaque fois, il passe à rien oui, de la il passe à victoire rien. et il le mérite quand même, quoi. Ouais, il s'est fait un peu chahuter en plus dans le dernier virage, virage 10, je crois. Mm. Il passe un peu. Côté américain, c'est pas la fête. Hein. Non, parce que Joe Par contre, il faudra que tu nous expliques pourquoi à chaque fois tu viens sur Joey Roberts et... Non Mais non, mais Ah. il était leader. Il était leader et il a malheureusement, il a chuté dans le 11e tour. Avec, dans le 5e virage, là où Fabio a posé l'épaule. Et c'est dommage, oui, parce qu'il il avait fait encore une très bonne qualif. Il avait fait un très bon départ aussi. Mais c'était une petite erreur, mais c'est aussi les Avec conditions une de grosse piste. conséquence. C'est ça. Augusto Fernandez sur le podium. Exactement, et donc ça peut être aussi, ça peut le rassurer aussi parce que il complète ce podium, sachant que Pedro Acosta la semaine dernière a signé sa toute première victoire. Donc pour lui, ça peut de voir aussi son coéquipier performer. Bon là, c'était un peu compliqué ce week-end pour Pedro Acosta, mais ça le rassure, je pense. Un petit point au championnat pour finir. Oui. Je reprends juste mes notes pour ne pas te tromper au niveau des points, parce que donc Celestino Vietti refait son avance et Ayogura est toujours 2e, parce que lui, il a terminé 8e ce week-end. Et donc derrière, Aaron Canet continue de s'accrocher avec 24 points d'écart sur l'Italien. Et la petite note aussi, c'est que Sam Lowe n'a pas marqué de points depuis 6 Grands Prix. Si on compte le Grand Prix de France où il n'a pas pu prendre le départ parce qu'il était blessé, mais il a encore chuté. Merci Margot pour ce point complet Moto 2 et Moto 3. Il y avait de l'endurance aussi ce week-end. On en parle tout de suite dans le Sunday Race Recap. Les 24 heures de Spa, anciennement les 24 heures de Liège, retour sur le circuit mythique de Spa Francorchamps pour de la moto, ça fait plaisir. La dernière course était 2003,
Monsieur Stat, hein, je crois. Oui, Ouais, c'est pas ça. statisticien au WC, mais oui, c'est ça. Ça va venir. C'était les 24 heures de Liège. Voilà, les 24 heures de Spa donc avaient lieu ce week-end. Michel, tu y es encore à Spa, c'était une belle course. C'était une belle course et un beau final, un peu improbable, mais bon, on va pas parler de la fin tout de suite. Mais ouais, c'était, tout le monde était heureux de retrouver ce circuit qui a subi d'énormes travaux pour être un peu remis au goût du jour, hein, avec de pas mal de dégagements. Alors l'ambition d'Amaury Bertolomé, qui est le nouveau directeur du circuit, c'est de faire revenir le MotoGP. La Dorna suit tout ça de près, mais bon, personnellement, je pense que ça va être très compliqué parce qu'il y a quand même encore des endroits, enfin, c'est un circuit extrêmement rapide et notamment à toute la fin, les courbes de blanchiment, là, j'imagine pas, vu les dégagements, j'imagine pas qu'ils puissent être homologués pour du MotoGP, quoi. Sans parler de l'eau rouge et du raidillon, ça. Enfin voilà, ça serait magnifique, hein, de voir un Grand Prix MotoGP sur ce tracé parce que c'est vrai qu'il est unique. Mais voilà, en tout cas, on a eu une belle course d'endurance avec des rebondissements, un peu de pluie, enfin tous les ingrédients de l'endurance. Alors Eric va nous raconter ça, mais Eric, j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu avais posté des photos un peu impressionnantes des dégâts occasionnés par les chutes, parce que c'est vrai que c'est très rapide. Et les chutes occasionnent des dégâts importants sur les machines. C'est ce que disaient les pilotes. Ils étaient ravis, comme le dit Michel, de revenir sur un circuit à l'ancienne, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les tracés modernes se ressemblent tous. Il n'y a pas de grande courbe rapide, c'est souvent cassé. On parlait l'autre jour au niveau technique que le Red Bull Ring allait être amputé de sa ligne droite par une chicane, par un pif-paf, pas une chicane. Donc là, c'est un vrai circuit de pilotage, un circuit de gros cœur aussi, parce que quand les pilotes ont découvert ça, entre les pilotes belges, d'ailleurs il y avait beaucoup de pilotes belges sur cette édition parce qu'ils étaient chez eux dans leur jardin. Entre un pilote qui connaît la piste et un pilote qui ne le connaît pas, vous perdez 3-4 secondes parce que c'est des circuits de gros cœur. Tu connais, toi tu as roulé à Spa, David? J'en ai fait 3 des 24 heures, dont une sous la pluie complète. Voilà, donc quand on passe à blanchiment, on revoit le résumé de la course donc avec le départ, et ça a été, par contre, ce premier relais, Michel, ça a été une course fantastique là, les 5 officiels qui étaient roue dans roue. Après, ça s'est un petit peu dégradé pour Kawasaki. D'abord, Florian Marino s'est accroché, Étienne Masson est tombé, la JMA 34 est tombée 3 fois pendant la course, avec notamment cet incendie. Et puis le premier gros rebondissement au cœur du début de la nuit, c'est la boîte de vitesse sur la Suzuki. Donc ils perdent le leadership. Dans la nuit, il y a une autre neutralisation parce on le voit dans blanchiment, il y a un pilote qui met la roue à l'intérieur et donc il perd le contrôle de sa machine. Un peu plus tard, vers 5h du matin, c'est la Honda FCC TSR qui casse sa chaîne, donc Gino Rea rentre à la poussette. Là aussi, il n'y a pas partout des voies de sécurité. Et puis petit à petit, la BMW fait son trou et elle prend les commandes de la course. Ça a été chaud avec elle parce que la Yamaha numéro 7 revenait très très fort sur les talons, mais Nicolo Canepa casse le moteur, et puis après la pluie arrive, et là c'est le festival. D'abord Greg Black qui se fait piéger. Alors ils sont quasiment tous tombés au même endroit, c'est-à-dire au freinage des combes, et c'est un freinage où les voitures évidemment ont laissé de la gomme, et comme personne n'avait roulé sous la pluie, puisque toute la semaine il a fait beau, ça a été un petit peu l'hécatombe, et notamment du côté de la catégorie Superstock, on a vu la machine des pompiers, la numéro 18, ici la Louis Moto, la 33, le moteur est resté gaz ouvert en grand, donc on a explosé le moteur, il y a une bielle qui est passée à travers, la JMA 34 qui retombe une 3e fois, et puis là, au même endroit, Mike Di Meglio avec la FCC Honda France TSR numéro 5 qui tombe, par rapport à la Certe, elle a strictement rien parce que Mike Di Meglio est remonté sur sa machine, il est même pas repassé par les stands, et puis un petit peu plus tard, c'est la machine du Motobox Kramer qui rentre au stand, ce qui permet chez Suzuki de travailler entre guillemets en temps masqué parce qu'il y a une neutralisation. Alors, on relance la course après cette neutralisation, et là, vous allez le voir, c'est le fait marquant de cette édition des 24 heures de Spa. La Tati Team, elle, a fait une course solide. Elle se retrouve en 2e position avec tous ses rebondissements. Là, il y a la bagarre entre la FCC et la Suzuki. Gino Rea s'était un petit peu raté, il replonge sous les roues de Greg Black. Et là, voilà, l'arrivée de la pluie. Et le safety car, parce que vous allez le voir, la machine du Falcon Racing, voilà, ici, elle casse son filtre à huile, et du coup, il y a de l'huile sur
quasiment 3 km. Et là, on va suspendre la course pendant quasiment 2 heures. Donc, on sort le drapeau rouge. Les machines sont envoyées en parc fermé. Tout le monde rentre à la queue leu en parc fermé. Et là, évidemment, ça fait les affaires de la BMW numéro 37 parce qu'elle est confortablement installée en tête. Elle a 8 tours d'avance sur la Kawasaki numéro 4 du Tati Team. Donc, on va attendre 2 heures de bien tout nettoyer. On va relancer la course. Alors, au début, on se dit, c'est une parade sous safety car. Eh bien non, pas du tout. 3 tours avant le terme du temps réglementaire, on relance la course. Et là, en principe, il y avait soi-disant un gentleman agreement entre la Honda et la Suzuki, puisque c'était la Suzuki qui était 3e au moment de l'interruption de course. Eh bien, pas du tout. Gino Rea va attaquer Xavier Siméon. Et de fait, on va se retrouver avec une vraie bagarre pendant 3 tours. Ça va être du grand n'importe quoi, je dis ça, parce qu'ils ont pris des risques inconsidérés. Regardez, là, ça double à droite, ça double à gauche. Le pauvre retardataire, il a dû se demander ce qui lui arrivait. Et puis finalement, c'est la BMW, elle, qui était à l'abri. Elle avait 8 tours d'avance qui va s'imposer. La Kawasaki numéro 4, le team privé, Tati Team, c'est un team privé qui avait été très malheureux l'an passé, qui est sur le podium avec une superbe 2e place. Et dans les derniers instants, Gino Rea conserve la 3e marche du podium face à la Suzuki. Alors, on a fait un peu la soupe à la grimace chez Suzuki. C'est vrai que quand il y a eu l'interruption de course, la suspension de course, ils avaient 23 secondes d'avance. Et comme ils étaient dans le bon safety car, entre guillemets, par rapport à la Honda, il y avait un demi-tour d'écart. Donc, logiquement, quand la course a redémarré, ils avaient 2 minutes d'avance, la Suzuki. Et là, en fait, ils perdent pour 2 secondes. Et logiquement, ils n'auraient pas dû perdre. Voilà. Merci, Michel. Merci Eric pour ce très beau résumé, Michel. Alors, c'est vrai que c'était grave la soupe à la grimace. Après, ils ont marqué plus de points que n'a marqué la Honda sur cette affaire. Oui. En tenant compte des points intermédiaires. Qui sont répartis pendant la course, des points intermédiaires. Donc, après, regardez. L'équipe de Discovery, Evans avec Max, avec Joe, Francesco et Samuel. Salut les gars, salut. Vous êtes en direct sur After Sunday. Toute l'équipe de Discovery Events qui nous ont proposé ces magnifiques images commentées par Eric Sélis, qui est aussi commentateur sur la chaîne L'équipe. Vous voyez, nos honneurs à nos chroniqueurs. Vous avez pu vivre ce moment. Pour revenir sur des statistiques, ça fait en fait BMW est revenu en 2010 à l'endurance et ça fait 12 ans pour gagner une course de 24 heures. Voilà. Super stat. Et puis, alors, on a, comme on l'a dit au début de l'émission, on a réussi à alpaguer le vainqueur de cette édition, l'un des vainqueurs, puisque Jérémy Guarnoni n'était pas tout seul. Il y a Michalczyk et Marcus Reiterberger, ses coéquipiers, qui ont très bien roulé. Et puis, on va écouter Jérémy Guarnoni si notre réalisation avec Guillaume, Nico, Eric et Johan ont réussi, parce que eux aussi font de super performances. C'est bon, on écoute Jérémy Guarnoni. Ok, Jérémy, tu es vainqueur des 24 heures de Spa, ça s'est passé hier. Raconte-nous un peu ta course rapidement, comment ça s'est passé? Écoute, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Voilà. On a eu du beau temps jusqu'à presque l'arrivée, alors qu'ils annonçaient des conditions beaucoup plus compliquées dès le début de la course. Mais non, ça s'est bien déroulé. On n'a pas trop eu de chance avec les safety cars où on a décroché un petit peu et malgré tout, on a su remonter, être calme et surtout pas faire d'erreur, quoi. Et surtout, mes coéquipiers, ils ont vraiment très bien roulé, que ce soit Marcus ou Ilya, ils ont fait une super course. Donc voilà, je pense qu'on la mérite, quoi. Et l'état-major de BM était présent, je crois. Oui. Il y avait Marc Bongers qui est le responsable de la course pour BMW, qui était venu, car le team il est belge, malgré que ce soit le team officiel BMW Allemagne, c'est un team belge. Donc voilà, tout était réuni, quoi, pour que ça fasse une belle fête, quoi. Voilà. Toi, c'est pas ta première victoire en 24 heures. Non. Tu as gagné lesquelles? J'ai les 3 maintenant. J'ai 24 heures de Spa, Bol d'Or et 24 heures du Mans. D'accord. Et c'est la première fois que BMW décroche, par contre, une victoire en 24 heures, je crois. En 24 heures sur la programmation championnat du monde d'endurance, oui. Avant, ils avaient gagné, mais c'était, tu sais, dans la catégorie pas superbike, sinon prototype. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, j'imagine qu'ils étaient très heureux. Oui, non, ça fait, que ce soit l'investissement qu'ils ont fait depuis quelques années, ils voulaient absolument réussir
à gagner une course de 24. Donc, voilà. Maintenant, c'est fait au moins celle de Spa. D'accord. Et donc, un petit mot aussi, tu as jeté un œil aussi sur la course de Quartararo. Aussi, c'est un manager heureux, Eric Mahé, avec toi et Fabio Quartararo ce week-end. Oui, il m'a envoyé un petit message. Donc moi, je suis super content pour Fabio. Voilà, il a marqué un gros coup, en plus avec la chute de Bagnaia, malheureusement pour lui. Mais je pense que pour le championnat, ça élimine un gros adversaire. Donc voilà, c'est génial. C'est génial. D'accord, très bien. J'ai remis un petit point au classement sur votre team, là, BMW, en endurance. Ça vous fait quoi? Je crois qu'on est 5e. On doit être à un peu moins de 40 points du cercle, parce que malgré toutes les mésaventures qu'a connues la Suzuki là, pendant cette course, ils ont quand même réussi à finir 4e. Mais ça reste ouvert. On voit bien que quand il y a 3 courses de 24 et il en reste encore une, plus Suzuka, l'endurance, vraiment jusqu'à la dernière course, tout peut se jouer. Je le sais, moi j'ai gagné un titre de champion du monde pour 1 point à un quart d'heure de la fin. Donc, vraiment, on est encore en lice. D'accord. En tout cas, félicitations. On te félicite tous ici à After Sunday. Et puis, bon vol retour à Toulouse. Ouais, je suis en plein dedans, regarde. Voilà un petit décalage de son, mais franchement, la performance est à signaler puisque cette interview, on l'a faite un petit quart d'heure avant le début d'After Sunday. Merci à tous, à la régie, et puis merci à Jérémy, très sympa, hein. Jérémy Guarnoni, toujours très dispo. Eric, le classement, ça donne quoi? Ouais, ça donne toujours la Suzuki devant. En deuxième position, je sais plus, Michel, il va venir m'aider puisqu'il a fait le résumé, donc il doit savoir. Non, j'ai pas fait le résumé, j'ai fait autre chose, mais ouais, c'est un magazine que fait Michel. Ouais. Non, mais attends, je vais te dire ça. Ce qui est sûr, c'est que, comme le disait Michel, il y a la frustration de ne pas être sur le podium, surtout pour Xavier Siméon chez Suzuki. En revanche, voilà, à domicile. En revanche, ils étaient en tête à 8 heures. Ils ont passé, ils étaient bien placés, ils étaient remontés à la 16e heure et ils marquent des gros points. Donc, quelque part, il n'y a pas de danger pour l'instant sur leur position de leader au championnat du monde. C'est juste la frustration, effectivement, et du scénario de cette perte du podium. Voilà. Après, moi, je voudrais juste pendant que Michel y cherche, je voudrais juste qu'on puisse montrer la photo de la moto du team JMA 34 pour faire un petit coup de pouce sur cette moto numéro 34. Voilà, elle a brûlé, ils ont été obligés de la reconstruire entièrement, elle est retombée encore 2 fois. Et Jean-Marc Adam, qui est un des responsables des teams privés sur le championnat du monde d'endurance, a lancé, je me fais un peu son relais, a lancé une cagnotte Litchi parce que pour remonter une moto pour le Bol d'Or, ils sont un peu dans la panade et un peu dans la peine. Donc, si vous pouvez faire un petit geste pour eux sur une cagnotte Litchi qu'ils ont lancée, ça serait très sympa. Suzuki numéro 34, on peut. Oui, on peut. Je l'ai fait, voilà. Et puis il y a une autre photo que je voulais montrer. Alors ça, c'est plus pour rigoler. Voilà, j'ai lancé un sondage. Parce que Greg Black a fait une belle compression au freinage des combes. Mathieu Lagrive également a fait une belle compression aussi de la Yamaha numéro 36 du team Best of Bike de Frédéric Kositarski. Et j'ai rappelé à droite de l'image Grégory Leblanc qui est à Auschler-Schleben qui avait fait cette fameuse compression aussi de Honda CBR 1000. Donc voilà, si vous voulez voter sur la page d'After Sunday pour la plus belle compression, n'hésitez pas. C'est sur la page Facebook que ça se passe. Voilà, c'est juste pour un petit peu finir sur une note humoristique, même si on aurait aimé aussi éviter cette dernière nouvelle, c'est pour signaler le décès malheureusement d'Olivier Lavorel, qui est un passager sidecar qui s'est tué au Tourist Trophy ce week-end. Olivier Lavorel qui était un des animateurs du championnat de France, il avait d'ailleurs marqué des points sur la manche d'ouverture au Mans, et malheureusement le Tourist Trophy est fidèle à sa triste réputation, et Olivier donc nous a quittés sur la course de sidecar dans le premier tour de course, je crois. Le Tourist Trophy, oui, c'est la semaine du Tourist Trophy. Encore la semaine prochaine, il y a les courses du Tourist Trophy, une course évidemment très très dangereuse. Pour terminer sur l'endurance, il y a un documentaire qui va bientôt sortir. Oui, Michel? Non, puisque vous m'avez demandé le classement, donc je voulais trouver. Ah, voilà. Donc,
effectivement, c'est le team Yoshimura Cert Motul qui est en tête avec 106 points. Ensuite, on a le team Honda, FCC, TSR, Honda France avec 91 points. La Yart, 76 points. Et puis le Tati Team Veringer qui est quatrième avec 75 points. Le Tati Team qui a obtenu son premier podium de son histoire en EWC ce week-end. Voilà. Et la BMW cinquième. Donc, effectivement, même si les deux premiers sont légèrement détachés et seront certainement favoris par rapport à la concurrence sur les 8 heures de Suzuka, rien n'est joué pour le titre de champion du monde. Il y a un peu de discussion d'ailleurs autour des 8 heures de Suzuka, notamment chez Yoshimura, parce que Yoshimura veut gagner les 8 heures de Suzuka et on parle peut-être de 2 motos. Donc s'il y a 2 motos, il y aura forcément le 4e pilote qui est le japonais Watanabe qui sera à Suzuka, donc qui sera intouchable, on va dire. Et après, qui roule avec Watanabe? Parce que ça veut dire que si on défait l'équipage, Siméon, Black, Guintoli, en fonction du résultat, il y en a peut-être un ou il y en aura peut-être 2 qui seront champions du monde, mais pas les 3. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. Et Tati Team, normalement, ne sera pas à Suzuka parce que le déplacement coûte trop cher. Voilà. Alors, on va conclure ce chapitre endurance avec un teaser d'un documentaire à paraître très bientôt sur Randy Depugnet et son retour chez Kawasaki. On regarde ça. C'est la 45e édition des 24 heures du monde qui va démarrer dans quelques instants. Merci déjà d'être venus si nombreux. 45e édition marquée par le retour de Randy Depugnet sur la Kawasaki numéro 11 au sein du team SRC Kawasaki. J'attendais un trailer. C'est un teaser, malheureusement pour Randy, les 2 premières épreuves, c'est pas le top. Hein. Ça a été tourné par Eric Communier aux 24 heures du Mans, ça à découvrir très bientôt. Voilà pour l'endurance, riche chapitre de l'endurance. On passe maintenant aux indiscrets pour clôturer cette très riche émission. Les indiscrets, c'est évidemment les transferts. Fabio Quartararo a été confirmé, c'était le verrou qui bloquait un peu toutes les autres transactions, on va dire. Michel, est-ce qu'on a des nouvelles du côté de Miller qui était en approche chez KTM? Bon, là encore, c'est pas officiel, mais ça devrait l'être sous peu. Ensuite, voilà, chez Ducati, on sait que Paolo Cebatti a encore confirmé ce week-end vouloir prendre son temps. Voilà, ils ont suffisamment de pilotes pour décider. Ils veulent garder leurs pilotes mais les redispatcher, donc hormis Miller évidemment. Quid de Martin a repris du crédit pour rejoindre Bagnaia dans l'équipe Factory l'année prochaine. On parle de la possibilité d'avoir Miguel Oliveira chez Gresini. Miguel Oliveira qui n'a pas très envie de repasser chez Tech 3, non pas parce qu'il garde de mauvais souvenirs de l'équipe française, mais parce que voilà, pour lui ça serait repasser dans l'équipe satellite KTM, ça serait un peu faire marche arrière, donc pourquoi pas aller essayer une Ducati. Voilà, après Mir chez Honda, ça coince un peu, quoi. Je pense que son manager a des ambitions, des prétentions financières un peu trop élevées par rapport à ce qu'est aujourd'hui le marché et ce que montre Mir depuis le début de l'année aussi. Donc voilà. Les 2 Aprilia aussi, les 2 Aprilia satellites, du coup, ça a un peu redynamisé le marché ou pas, Michel? Oui, disons que ça devient de pistes intéressantes. Après, encore une fois, qu'est-ce que seront ces 2 motos? Est-ce que ce sera les motos ça sera très certainement les motos de cette année? Quel soutien elles pourront bénéficier? Voilà, il y a encore pas mal de choses qui restent à éclaircir, mais sur le papier, elles vont bien quand même. Sur le papier, c'est quand même des bonnes machines. Oui, bien sûr. Mais après, qu'est-ce que vont devenir, comment vont évoluer les autres machines d'ici l'année prochaine? Donc voilà. Après, on va avoir une longue trêve estivale. Je pense que c'est pendant le mois de juillet. On aura certainement des nouvelles d'ici à Assen à la fin du mois, parce qu'il reste encore 2 grands prix. On arrive au cap de la mi-saison, et puis après un long mois de juillet off, où je pense que les dernières négos vont se finaliser à ce moment-là.
Eh bien, on va suivre ces dernières négos, ces transferts sur la page Facebook de After Sunday, bien sûr, chez notre partenaire Paddock GP, où il y a toujours beaucoup d'informations. Notre prochain rendez-vous, c'est le débrief du Grand Prix d'Allemagne avec Pierre-François Tissot de InnoMotion en invité. On va parler un peu technique et airbag. Et puis, il y aura un back-to-back. Dans 2 semaines, Sachsenring. Dans 3 semaines, Assen, avant la trêve estivale. Merci à tous. Merci à vous qui nous suivez de plus en plus nombreux. Merci Margot. Merci Thomas. Avec plaisir. Eric, merci. Et merci Michel. Bon retour chez nous. Belgique. Et le bonjour à nos amis belges. Salut Michel, salut à tous. Bye bye. À bientôt, salut.